Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 pour un nouveau défi de la vérité pour lequel nous recevons aujourd'hui un spécialiste de la vérité des chiffres, Laurent Toubiana. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc chercheur à l'INSERM, épidémiologiste et directeur de l'IRSAN, l'Institut de recherche et de valorisation des données de santé. C'est bien ça? Exactement. Et vous êtes, on peut dire, une sorte de figure du rassurisme. C'est une étiquette sans doute injuste qu'on vous a accolée. Mais bon, nous allons y revenir. Vous avez récemment publié un texte sur votre site qui s'appelle « La cinquième vague, nouvel épisode d'un feuilleton qui n'a que trop duré ». Alors que le gouvernement s'apprête à annoncer des mesures face à cette remontée fulgurante, je cite les propos de Gabriel Attal, on va essayer de revenir sur le temps long, les problèmes de calibration, d'interprétation des chiffres, de biais de perception. Et notamment, on va peut-être commencer par l'histoire des indicateurs. Vous, sur votre site, vous rassemblez plusieurs indicateurs, ceux de Santé publique France, du réseau Sentinelle, de SOS Médecins, constants dans le temps, et ça vous donne quelques interprétations qui divergent de l'alarmisme officiel, si on peut dire. Oui. Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter. Je voulais vous dire que je suis chercheur. Ça veut dire que, a priori, j'ai une assez grande liberté pour pouvoir parler. Je ne suis pas payé par autre chose que mon travail de chercheur. Voilà, je voulais souligner cet aspect-là. Vous n'avez pas de conflit d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et maintenant, je suis suffisamment vieux pour ne pas penser aux conséquences sur la suite de mon activité. Voilà, mon activité elle est un peu derrière moi, quoi. Je n'ai pas de problème de carrière. Donc, voilà, je vous parle le plus librement possible. Mon intérêt est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et alors justement, que se passe-t-il depuis mars 2020 ? Vous le montrez dans un tableau qu'on va d'ailleurs montrer à l'écran, qui récapitule qui agrège l'ensemble des indicateurs qu'on a mentionnés. Et vous dites que le discours politique n'est pas ajusté à la réalité épidémique. Oui, c'est ça. Disons que l'histoire se répète, si vous voulez. Je commence comme ça, mon petit article. Je trouve... D'abord, j'avais décidé de ne plus intervenir. Ça fait longtemps qu'on ne me voit plus. Je voulais plus intervenir parce que je dis personnellement à peu près toujours la même chose. Parce que vous dites, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je ne vais pas me répéter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit, et je ne vois pas trop l'intérêt de le dire. Mais il se trouve que je fais une erreur en disant ça, parce que effectivement, je disais des choses au tout début, mais globalement, la compréhension du phénomène évolue dans la population et évolue pour tout le monde. Et le fait de répéter ce que je disais au tout début a un relief très différent. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui, parce que, de fait, l'histoire recommence, si vous voulez. Si je peux me permettre, je crois que c'est Karl Marx qui avait écrit ça en exergue d'un de ses livres, qui était, je crois, le manifeste du Parti communiste, où il citait Hegel d'ailleurs, où il disait l'histoire recommence. La première fois, c'est une tragédie. La deuxième fois, c'est une farce. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e ou 5e farce de cette histoire. Et cette histoire, finalement, reprend toujours le même scénario. Ce scénario commence par des annonces de scientifiques qui commencent à nous dire « attention, ça va être très grave, etc. etc. » Ensuite, ce côté extrêmement grave est confirmé quelque part dans le monde par des données. Ces données génèrent des mesures qui nous paraissent extravagantes. On se dit « ah non, ça n'arrivera jamais chez nous ». Et au bout d'un moment, ça arrive chez nous et nous sommes confrontés à cette histoire en permanence, donc qui est justifiée par une série. Et ce scénario-là, on l'a vu se rejouer maintenant pour la 5e fois. Nous commençons à trouver ça un peu lourd comme le comique de répétition, voilà, assez limite. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu là-dessus en disant, mais attention, il faut essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, en tout cas essayer de revenir aux faits. Et pour revenir aux faits, si vous voulez,
je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Pourquoi ? Parce que au cours de cette long feuilleton, on a tenté dans un premier temps de rendre simples des choses qui étaient complexes, et en même temps, on a rendu complexes des choses qui auraient dû être simples. Donc les choses simples, les choses complexes rendues simples, vous faites allusion par exemple aux modélisations apocalyptiques qui annonçaient des centaines de milliers de morts et qui ont parfois été même directement utilisées par l'exécutif. On se rappelle qu'Emmanuel Macron, annonçant un des confinements, avait dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, les réanimations seraient saturées à échéance de quelques semaines en France. Donc ça pour vous, c'est simplifié à l'extrême, quelque chose qui est multifactoriel, complexe, inconnu. Bon, si vous voulez, on s'est fondé sur des modélisations. Une modélisation, c'est rendre simple une grande complexité, c'est-à-dire que les épidémies, c'est quand même très complexe. Ce sont des agents pathogènes qui se véhiculent dans des populations elles-mêmes mouvantes. Donc, il ne faut pas croire que ce soit très simple. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, on modélise, c'est-à-dire qu'on simplifie énormément la réalité. Mais ça, ce sont des modèles explicatifs, c'est-à-dire des modèles que l'on donne aux étudiants pour essayer de comprendre. Faire tourner ces modèles avec des paramétrages, si vous voulez, très approximatifs, aboutir à 500 000 morts, ou 400 000 morts, ou 700 000 morts sur l'Europe, ce sont des choses qu'il faut prendre quand même avec des pincettes. On ne peut pas, à la suite de ça, décider des choses extraordinaires. Et quand je dis des choses extraordinaires, un confinement généralisé de la population, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est simplifier le complexe. Et alors maintenant, l'inverse, c'est-à-dire complexifier quelque chose qui devrait être simple, c'est que nous avons assisté à une profusion d'indicateurs. À chaque fois, c'était des indicateurs qui étaient toujours pris comme des choses qui étaient extrêmement anxiogènes, si vous voulez. Et de fait, l'ensemble de ces indicateurs dans tous les sens font que plus personne ne comprend rien. Même un épidémiologiste ne finit par rien comprendre, si vous voulez, par moment. Lorsque j'intervenais sur les plateaux, quelqu'un intervenait, me sortait un chiffre. J'étais moi-même complètement perdu, j'étais incapable de répondre. Donc pour éviter ce genre de truc, vous savez qu'en France, on a mis en place un système métrique. À quoi ça sert, les systèmes métriques ? C'est que tout le monde parle à peu près de la même chose lorsqu'on fait une mesure. Et pour les épidémiologistes, le système, pour comprendre la dynamique d'une épidémie de maladie transmissible à évolution rapide, c'est-à-dire typiquement le Covid, on utilise la notion d'incidence. Non, c'est complètement galvaudé, la notion d'incidence. C'est passé dans le langage courant. Mais souvenez-vous, au tout début de l'épidémie, on ne parlait pas d'incidence, on donnait des cas cumulés. Donc c'était un truc qui était extrêmement anxiogène parce qu'un nombre de cas cumulés ne fait qu'augmenter. Donc on était face à des chiffres qui augmentaient en permanence. Non, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pendant un temps donné, dans un espace donné. Le temps donné pour une évolution rapide, c'est la semaine, parce que les fluctuations quotidiennes sont trop importantes. Donc en gros, une semaine. Et la population, c'est la population de l'espace de référence, c'est la France. La population française, c'est 67 millions. Donc, on ramène ça à 100 000 habitants. Voilà, 100 000 habitants, c'est globalement la population d'une ville comme Caen, Avignon, Nancy, voilà, une grande préfecture d'un département. Donc, c'est beaucoup de monde, tout de même. Et voilà, donc on fait des taux d'incidence, voilà. La maladie. Mais alors justement, le nombre de cas est sujet à des variations assez montagnes russes selon ce qu'on appelle un cas, selon la. Alors c'est la définition même du cas. La définition. Donc là encore, nous avons eu au cours de cette épidémie des innovations dans tous les sens en termes
en termes de mesures. Il y a une créativité statistique une créativité impressionnante. vraiment extraordinaire. Et donc, l'une des plus grandes créativités, c'était de dévoyer finalement le sens de ce qu'était, de ce que l'on observait. Jusqu'à présent, ce que l'on observe lorsqu'on veut décrire une épidémie, ce sont des gens malades, c'est-à-dire des gens suffisamment malades pour aller voir, pour aller consulter, si vous voulez, ou pour faire venir un médecin. Et donc là, à partir de ce moment-là, le médecin pose un diagnostic. Ce diagnostic peut être éventuellement confirmé par un test, et il dit, ben voilà, cette personne est malade de telle maladie. La grippe, le Covid. Donc là, déjà, le diagnostic a été le plus souvent évacué parce qu'il y a eu des tests sans passer par la case clinique. Ça, c'est l'innovation, la massification des tests. Hein, c'est ce que j'ai appelé, moi, la testomania. Donc, on a testé les gens énormément. D'ailleurs, dans ces tests, en moyenne, il y avait 4% de positifs. Donc, ça voulait dire quand même 96% de gens qui se faisaient tester, mais qui n'étaient pas positifs. Donc, c'est très peu. Et parmi ces gens positifs, il y avait très peu de malades. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on se fonde pour dire, attention, ça va être un drame absolu, etc., etc. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme certains, que si on ne testait pas, ou plus, on n'aurait quasiment pas de perception réelle de l'épidémie, elle passerait en sous-marin actuellement? Je ne peux pas dire ça. Mis à part certains pics qu'il y a eu. Je dis simplement que, d'habitude, pour caractériser une épidémie, on regarde le nombre de malades et le nombre de morts que génère cette épidémie. Ça, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, qu'on a toujours fait. Aujourd'hui, on a changé le paradigme. On décide qu'une épidémie, c'est le nombre de personnes testées et positives à une trace d'un virus. Maintenant, si on revient à ce qui était habituellement fait, d'où sortent les données? Ce sont des données de médecins de premier recours, ou des données hospitalières, ou des données de mortalité. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et si on doit donner une boussole aux gens, que les gens se disent combien il y a de malades en France à l'heure actuelle. Et ça, cette information est disponible. Cette information est disponible. Nous, on en a besoin, donc nous l'avons ramené sur notre propre site. C'est disponible, il y a des tableaux de bord où vous pouvez voir exactement, suivre exactement le nombre de malades au jour le jour, puisque nous avons des données quotidiennes du nombre de malades. Et donc là, actuellement, si on va sur votre site, la situation au 25 novembre 2021, vous mettez un petit paragraphe introductif. 19 malades du Covid-19 en une semaine pour 100 000 habitants en France ont été détectés par les médecins généralistes de premier secours, donc le réseau Sentinelle et SOS Médecins. Ce chiffre est inférieur à la valeur moyenne de 25, avec un intervalle de confiance de 20 à 30, donc de 25 malades du Covid-19 par semaine pour 100 000 habitants en France depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Selon des données de Santé publique France, 0,3 individus porteurs du virus sont décédés en une semaine pour 100 000 habitants en France. Donc 1 pour 300 000 en gros. Ce chiffre est inférieur à la valeur moyenne de 2, avec un intervalle de confiance de 1,6 à 2,4 décès du Covid-19 par semaine pour 100 000 habitants en France depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Donc, en termes triviaux, on pourrait dire il ne se passe pas rien d'un point de vue du Covid-19, mais on est quand même assez nettement en dessous à ce jour des valeurs moyennes de malades et de décès du Covid-19 depuis mars 2020. Oui. Mais là encore, quand je vous écoute, on peut se dire « Ah, c'est peut-être un peu compliqué ce qu'il est en train de nous raconter lorsque vous le lisez comme ça. » En réalité, effectivement, il nous faut une référence. Quelle est la valeur habituelle du nombre de malades? La valeur habituelle du nombre de malades, c'est le nombre moyen que l'on peut estimer pour l'incidence hebdomadaire, hein, d'accord, pour 100 000 habitants. On regarde ça, et puis on se dit, est-ce qu'on est au-dessus ou est-ce qu'on est en dessous? Alors, bien sûr, on calcule un intervalle de confiance. Ça veut dire, comment puis-je avoir confiance
dans ce calcul de valeur moyenne, d'accord? Et lorsque ça dépasse, lorsqu'on est dans ce tuyau-là de confiance, eh bien, on se dit oui, on est en dessous ou on est au-dessus. À l'heure actuelle, on est encore en dessous. Ça ne prédit pas ce qui va se passer plus tard, mais en tout cas, nous sommes en dessous, pour l'instant. Mais étant donné qu'il y a eu une tendance à une accélération exponentielle, vous-même, vous l'aviez dit dès le départ, parce que c'est pareil, c'est un mot rentré dans le langage courant, parfois dévoyé. Vous aviez dit dès le début, vous le rappelez parfois, il faudra garder ses nerfs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a sans doute pas tellement fait. Donc il faudra garder ses nerfs car les taux d'incidence vont grimper de façon exponentielle. Oui. Si vous voulez, j'ai écrit ça bien avant le premier confinement. Quand j'ai écrit ces phrases-là, c'était en février, fin février 2020, parce que j'ai une expérience de ce que sont les épidémies. Les épidémies, au début de la phase épidémique, commencent comme une exponentielle. Mais c'est pas une exponentielle, parce qu'une exponentielle, ça n'a pas de limite, si vous voulez. Donc, en phase de commencement, c'est lorsqu'on n'a pas l'avenir, si vous voulez, on voit ça comme quelque chose qui explose d'une manière exponentielle. Et ça fait très peur. Donc c'est pour ça que je disais, il faut garder son sang-froid, parce que une épidémie, en général, ça finit par s'arrêter. Alors, ça dépend des épidémies. Il y a des épidémies qui mettent beaucoup plus longtemps. Là, ce sont des épidémies qui sont à évolution rapide. Donc, les phases épidémiques, les phases comme ça, commencent d'une manière exponentielle et décroissent aussi d'une manière exponentielle, atteignent un point d'inflexion, c'est-à-dire un point singulier, qui s'appelle le pic épidémique. C'est assez intéressant de voir ça, parce qu'on peut se poser des questions sur à quel moment commence l'épidémie. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur ce qu'on appelle des seuils épidémiques. Il faudrait revenir là-dessus. Les seuils épidémiques sont calculés d'une manière très différente, avec beaucoup d'arbitraire. Mais là, vous avez cité tout à l'heure ce que moi je comprenais comme seuil épidémique, puisque les fameux 25, c'est une moyenne, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a d'autres méthodes pour calculer des seuils. En revanche, le pic épidémique, ça c'est un point singulier, ça veut dire que au-delà de ce point-là, l'épidémie ne fait que baisser. D'accord ? Donc il y a une montée rapide, un pic, et puis une descente. Donc ce point singulier est intéressant à regarder. Et quel a été ce point, justement, jusqu'ici, pour les pics précédents ? Alors, pour l'épidémie de Covid, nous avons pu observer jusqu'à présent 4 points maximum. Ce sont des maximums locaux, donc 4 pics. Et sur toute la série temporelle, c'est-à-dire 90 semaines à peu près, 90 semaines, un an et demi, un peu plus d'un an et demi, la semaine qui a montré le plus grand taux, la plus grande incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveaux pendant une semaine, c'est la semaine du 23 au 29 mars 2020, c'est-à-dire la toute première phase épidémique, celle que j'ai appelée, moi, l'unique phase, l'unique vague épidémique, si on peut dire. Après, ce sont des vaguelettes, donc des rebonds qu'on appelle des vagues épidémiques, mais improprement des vagues épidémiques, parce que les vagues épidémiques a été utilisées pour expliquer autre chose, expliquer qu'il y aurait une autre vague dès qu'on enlèverait le confinement. C'était ça l'idée. D'ailleurs, on a pu vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres vagues au déconfinement, ce qui démontre d'ailleurs à quel point le confinement n'a pas servi à grand-chose, voire a servi même négativement. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Juste pour revenir là-dessus, parce que c'est un procès qu'on vous a beaucoup fait sur la fameuse deuxième vague, donc un terme abusif de mon point de vue. Il y a eu quand même plus de morts
labellisé Covid, en tout cas, en cumulé. Donc là encore, vous allez me dire que c'est le cumul et trompeur peut-être, mais dans la deuxième vague, et peut-être même d'ailleurs, si on regarde les courbes, on a peut-être un plateau long en fait avec la Oui, mais troisième. vous faites bien de pointer ça. Mais alors du coup, ces gens sont quand même morts. On peut pas dire qu'il s'est pas passé. Oui, mais comment attribuer ça nécessairement au Covid? Alors, je vais vous dire bêtement, si c'est pas très factuel ce que je vous dis, mais lorsque l'on observe la fameuse première phase épidémique, celle du printemps 2020, il y a une phase épidémique avec une montée et une descente, et en même temps, décalé d'une semaine, il y a une vague de mortalité qui est corrélée temporellement à cette. Donc, on peut dire que les deux phénomènes, les deux incidences se suivent, sont vraiment corrélés. Alors que lors de la deuxième vague, donc on peut très bien dire il y a une corrélation, donc il y a un lien de causalité entre ces deux choses. C'est intuitivement, on le comprend bien. Ce qu'on comprend moins bien, c'est que lors de la deuxième vague, la mortalité, elle, n'a pas du tout suivi la même dynamique. Elle a été beaucoup plus longue. Donc la causalité, c'est-à-dire le fait que ce soit le virus qui ait généré tout ça, et on peut émettre des doutes. Il y a une moindre présomption de causalité, disons. Exactement. Ouais. Et il est probable, ou il est possible, ce sont des hypothèses, que d'autres causes aient influencé cette mortalité-là. Notamment, on peut imaginer, c'est possible, je sais que quand je vais dire ça, les gens vont exploser, mais il est possible que les conséquences des mesures mises en place, qui sont indéniables maintenant. Il y a énormément de papiers qui sortent là-dessus, et comme conséquence, justement, une surmortalité qui s'étend sur plus longtemps. D'ailleurs, au passage, je citerai un certain nombre d'études qui ont démontré que, au passage de cet événement Covid, la surmortalité pour 80% de la population a été nulle, voire une sous-mortalité pendant l'année 2020. Ouais, la limite est autour de 65 ans. Les plus de 65 ans ont connu une surmortalité quand même assez significative. Faible. De l'ordre de 4%. 4%, ouais. Oui, 4%. De surmortalité. C'est vraiment faible, 4%. À l'échelle d'une population, ça fait quand même beaucoup, non? 4% à l'échelle de surmortalité. De ces classes d'âge qui sont particulièrement touchées par la mortalité en général. Oui, ce sont des gens qui, par définition, commencent à mourir plus. Quand on a plus de 80 ans, oui, ou plus de 65 ans, on commence déjà à penser que la probabilité de mourir arrive. Et donc, plus on avance dans ces âges-là, effectivement, plus on est sensible aux événements extérieurs, comme les épidémies, mais comme bien d'autres choses. Pour revenir à la question de l'incidence, il y a un chiffre que vous donnez qui est assez spectaculaire, c'est que le réseau de médecins Sentinelle, qui du coup donne toujours des chiffres qui paraissent plus rassurants ou plus mais il ne s'agit pas de rassurer, encore une fois, excusez-moi, mais vous avez employé le terme de rassuriste. Mais pour ma part, ça c'est pas, je ne cherche pas à rassurer, je cherche à décrire simplement la réalité. À regarder les faits. Bien sûr, je voulais dire en tout cas des chiffres qui paraissent beaucoup moins spectaculaires, disons, que les chiffres mis en avant par Santé publique France ou le gouvernement ou les hôpitaux. Pour comparer avec la grippe, vous vous dites, donc la semaine paroxysmique du 23 au 29 mars 2020 représentait 140 nouveaux malades pour 100 000 habitants. Oui, c'est très important, ça. Selon le réseau Sentinelle. Et vous dites, à titre de comparaison, le même réseau de médecins estimait dans les mêmes conditions à plus de 600 malades de syndrome grippaux en une semaine pour 100 000 habitants toujours, donc en moyenne lors des pics épidémiques des années antérieures depuis 20 ans. Donc en plus, c'est une moyenne largement consolidée par le fait qu'elle s'étend sur un grand nombre d'années. Oui. Et qu'est-ce que nous apprend cette comparaison qui, du coup, relativise grandement l'impact du Covid-19 ? Oui, alors ça relativise à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de
Depuis des siècles, on connaît les grippes, hein. Et on sait que les grippes arrivent d'une manière récurrente. Et la grippe, d'une manière générale, a toujours été considérée comme une épidémie banale. Banale du fait que ça revient, et banale du fait que ça ne touche pas beaucoup les populations. Tout de même, la grippe, ça touche beaucoup les populations, puisque ça touche en moyenne 2,5 millions de personnes au cours d'une période épidémique. Donc ça touche quand même une forte proportion de la population. Ça touche aussi les individus, ça touche les populations en termes d'effectifs, et ça touche les individus. Une grippe est une maladie qui assomme complètement les gens. C'est-à-dire que les gens sont alités, ne peuvent plus rien faire. Ils ont des myalgies pendant 8 jours. Donc ce n'est pas totalement bénin. Et il y a des morts, des gens qui meurent, non pas de la grippe, mais qui meurent à l'occasion d'une grippe. C'est-à-dire qu'ils meurent d'autres causes, mais à l'occasion d'une grippe, les gens vont à l'hôpital, etc. Ça sature tous les ans. Ça sature les hôpitaux, exactement comme on l'a vu pour le Covid. Donc finalement, c'est loin d'être, ni pour les individus, ni pour les populations, quelque chose de bénin. Pourtant, ça a toujours été considéré comme tel. Il se trouve que lorsqu'on regarde les pics épidémiques de grippe, c'est 600 malades de la grippe pendant une semaine pour 100 000 habitants. Lorsqu'on regarde sur les 90 semaines de la Covid, le plus haut pic, c'est 140. Malades, vous voyez, toujours. 140 on malades. Parle malades oui, et oui. pas de cas. Écoutez, je ne parle pas d'autre chose, je ne parle que des malades. Ouais. Les gens qui sont porteurs, qui ne sont pas malades, pour moi, les porteurs sains, c'est intéressant, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour éventuellement dire, tiens, il y a eu globalement tant de personnes touchées. C'est d'ailleurs intéressant parce que les gens qui sont porteurs d'un virus et qui sont sains ont combattu finalement ce virus, sont capables de le porter sans être malades, donc ils vivent avec le virus. Oui, donc, mais à la différence de la grippe, ils sont contagieux, peut-être moins. Pourquoi la différence de la grippe? La grippe, c'est pareil. Il y a autant de porteurs sains de la grippe. Il y a exactement pareil. Il n'y a aucune raison. On s'amuse pas, si vous voulez, à tester l'ensemble de la population comme on l'a fait ici au moment des épidémies de grippe. On fait des échantillons de temps en temps. Et si on le faisait, on aurait peut-être les mêmes résultats. Si on le faisait, mais ça ne s'est jamais fait avant. Ce sont des sommes astronomiques pour tester une population, astronomiques. Donc jamais on s'amuse à tester toute une population pour savoir s'ils sont porteurs du virus de la grippe. On fait ça sur les gens malades pour confirmer un diagnostic. Oui. Et la question qui s'impose du coup à la lecture de vos tableaux et de vos analyses, c'est pourquoi a-t-on changé a-t-on changé d'approche, a-t-on changé d'indicateur, pourquoi l'incidence au sens classique du terme en épidémiologie, demandez-vous dans votre article, n'est-elle pas appliquée pour l'événement épidémique du siècle, prétendument, on comprend dans vos mots. Et vous dites probablement parce que les incidences de la maladie Covid-19, et non des tests positifs, sont tellement faibles qu'elles ne peuvent être décemment invoquées pour justifier les mesures de contrôle qui apparaîtraient à l'évidence disproportionnées. Vous les listez ensuite, et puis vous dites, si l'incidence classique était utilisée, les populations n'auraient plus peur et n'accepteraient pas ces mesures considérées dès lors comme extravagantes. Oui, effectivement, lorsque... Pour la fameuse quatrième vague en août 2021, si on vous disait, vous savez, il n'y a eu que 31 malades en une semaine, au maximum de l'épidémie, il n'y a eu que 31 malades pour 100 000 habitants, ça fait beaucoup moins peur quand même. Et donc, il est plus difficile de justifier un couvre-feu, une vaccination généralisée, etc. Si vous voulez, ce genre d'indicateur factuel, je ne change rien, c'est ce qui a toujours été utilisé en épidémiologie. Si on utilisait ça, l'anxiété monterait moins dans les populations. Et nous avions écrit
au mois d'août 2020 avec d'autres chercheurs. Ça a été signé par Jean-François Toussaint, Laurent Mucchielli et des centaines d'autres chercheurs. Nous avions signé un papier qui disait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Et c'est, si vous voulez, dans cette épidémie, moi j'essaye d'être factuel, donc je ne peux pas répondre aux questions « Pourquoi ça a été fait ?» J'essaye d'interpréter « Ça a été fait parce que c'était très faible ». Et que c'est pas suffisamment anxiogène. Mais dans cette épidémie, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'innovations, et ces innovations sont plus de la communication que de la communication scientifique, si vous voulez. Ce sont pas des faits scientifiques, c'est de la communication très anxiogène en général. Ouais. Mais alors vous qui vous intéressez aux référentiels différents, aux biais de perception que peuvent induire tel ou tel indicateur, on peut aussi vous retourner le reproche, si je me permettre, en vous disant que vos chiffres sont justes, vos analyses aussi décrivent la réalité, mais que cette réalité projetée ou appliquée à l'état de notre système hospitalier, par exemple, ce qui n'est pas affolant, devient affolant avec des capacités très faibles ou très vite saturées ou voilà, dans un état tellement grave. J'essaie de réfléchir à ce que vous êtes en train de me dire, mais là encore, il y a eu une innovation et une prise de conscience énorme pour moi. C'est que avant l'arrivée, lorsque les choses on a eu des informations venant de Chine, puis d'Italie. Je me souviens très bien que en France, on se gaussait un petit peu du système de santé italien, et on se disait, nous sommes les meilleurs du monde, notre système de santé est le meilleur du monde. Et la je France le croyais. Est prête, et donc je le croyais. J'ai même écrit dans mon papier, je dis, écoutez, on a un système de santé extraordinaire, mais non, la découverte, c'est que quelque temps plus tard, c'est que non, notre système de santé n'était pas capable d'absorber ce nombre alors j'aurais dû m'en douter, parce que tous les ans ça se passe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les ans, pour la grippe justement, il y a des saturations du système hospitalier. Et ça arrive pour les grippes, ça arrive pour les bronchiolites, ça arrive pour à peu près tout. Donc on aurait pu... Peut-être pas toujours avec la même ampleur. Il y a une saturation chronique, effectivement, à chaque épidémie hivernale notamment. Ok. Néanmoins, si je prends les chiffres là, toujours pour 100 000 habitants, le système hospitalier au pire moment de toutes les semaines, c'était donc toujours la même semaine, la 13e semaine de l'année 2020, donc fin mars, il y a eu 31 malades hospitalisés pour 100 000 habitants. Oui, mais avec des régions qui n'étaient pas ou très peu touchées, et d'autres sur lesquelles étaient concentrées. Il y a même des hôpitaux qui ont eu 0, oui. Et même le système hospitalier privé, lui, on lui a même interdit de prendre des malades. Donc vous voyez l'aberration là aussi. Mais moi, j'ai pas à faire de commentaires sur Je ne fais pas de commentaires d'ailleurs sur la prise en charge de ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, un rapport de l'ATIH vient de sortir et confirme ce que je disais, c'est-à-dire confirme que 2% de l'activité hospitalière, je ne parle pas des séjours, 2% de l'activité hospitalière globale a été consacrée au Covid. Si vous voulez, ça devrait quand même faire réfléchir, mettre en 2%. Même si en journée d'hospitalisation, et en particulier dans les services de réanimation, ça représente quand même une surcharge non négligeable, d'autant qu'elle était très concentrée dans l'espace et dans le temps. Le même temps, si vous voulez, l'activité, au pire moment de l'épidémie, l'activité hospitalière a baissé de 50%. Ouais, c'est l'autre enseignement de ce rapport, effectivement, dont on a moins parlé, qui est que, en fait, il y a eu une très mauvaise réallocation des ressources hospitalières à beaucoup d'endroits en France dans cette crise. Et d'ailleurs, n'en déplaise à ceux qui ont voulu contrecarrer des interprétations de ce rapport soit prétendument réductrice, en réalité, il montre une chose, je pense, et c'est sans doute ce que fait aussi
ce que donnent aussi vos analyses, c'est que en fait, ça ne pousse qu'à une chose, c'est à se dire, enfin, le fameux pourquoi, à se projeter vers, à regarder en face l'état du système hospitalier français qui nous a menés là. Mhm. Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien. C'est donc sur ce mot de la fin du défi de la vérité des chiffres auquel vous avez essayé de nous éduquer, et je vous en remercie, que nous allons conclure cette émission, alors que nos gouvernants s'apprêtent à défier peut-être la vérité, eux aussi, dans un autre sens du terme, par leurs annonces de ce jour. Merci beaucoup, Laurent Toubiana, d'être venu sur notre plateau. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien, et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.